Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoPratifix. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une graveuse laser. Alors j'avais déjà testé la Atomstack A5 Pro, il y a une partie 1 qui a été faite. Je n'ai toujours pas fait la partie 2, pourquoi? Tout simplement parce que la partie 2 va être un versus avec celle-ci, tout simplement parce que j'ai envie de comparer ce que ça va donner niveau puissance et équivalence au niveau de ce qu'on peut faire comme travaux avec l'une ou avec l'autre. Comme ça vous permettra à vous de vous faire une idée. Tout simplement parce que les machines laser, j'en ai pas 50 à tester et je ne sais pas si j'en testerai d'autres ou pas, je verrai en fonction de ce que les marques m'ont envoyé. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai quasiment les deux meilleurs qui existent sur le marché, la Orture et la Atomstack A5 Pro, qui pour moi est déjà une très bonne machine, qui permet de faire beaucoup de choses. J'ai fait quand même pas mal déjà de gravures avec, vous ne serez pas déçus de ce que je vais vous montrer dans la partie 2, parce que je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec comme type de travaux. Après, ce que je vais faire, c'est que du coup, dans la partie 2, je vais faire une grosse partie sur Laser GRBL, le logiciel que j'utilise, un logiciel gratuit open source, et je vais vous montrer du coup comment on paramètre des réglages pour faire de la gravure, pour faire de la découpe sur différents matériaux. Je vais graver sur du cuir, j'ai fait de la gravure sur miroir, j'ai fait également de la découpe sur pas mal de matériaux. J'ai découpé des plaques de contreplaqué très fines, j'ai fait du MDF, j'ai fait quand même pas mal de petites choses. Là, vous pouvez voir une petite gravure qui est devant, que j'avais fait un test pour voir si celle-ci fonctionnait bien. Parce que quand vous les recevez, il faut toujours tester les diodes laser pour voir si elles fonctionnent très bien ou pas. Surtout pour moi qui vais vous faire une review, il vaut mieux que je sache si ça fonctionne ou pas, quoi. Ça avait fait pareil sur la Atomstack, et au final, tout fonctionne. Donc je suis assez content pour ça. Surtout que celle-ci, il n'y a pas de carton, tout simplement parce que le carton est arrivé complètement défoncé. Alors dans cette partie 1, là vous la voyez déjà montée, mais dans cette partie 1, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un assemblage complet. Tout simplement pourquoi? Parce que la notice est elle est complètement illisible. Enfin, elle fonctionne, la notice, puisque j'ai réussi à la monter. Mais je veux dire que j'ai quand même dû aller voir sur Internet de temps en temps, voir des photos pour voir comment elle était montée. Parce que sur la notice, il y a des trucs, franchement, il faut prendre une loupe et c'est très mal expliqué. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un assemblage en vidéo. Là, tout de suite, là, je vais toute la redémonter et je vais vous faire un assemblage pour vous montrer comment ça se monte. Il y a quand même pas mal de choses à contrôler sur cette machine-là. Notamment, il y a des câbles à connecter pour les end-stop parce que cette machine-là, du coup, elle est fournie avec des end-stop. Ça, c'est cool. Sur la Atomstack, on n'a pas de end-stop. Du coup, ce qui fait que notre point d'origine, c'est à nous de le définir sur GRBL. Là, on a un point d'origine mécanique et on a le point d'origine qu'on peut configurer sur le logiciel Laser GRBL. Cette limite sur le logiciel sera une limite logicielle, alors que là, on a une vraie limite physique. Ce qui veut dire que quand il va faire un home sur les deux points d'arrivée, sur le X et le Y, on aura un point d'origine mécanique. Et ce point d'origine mécanique nous permet au final d'utiliser les graduations. Sur la Atomstack A5 Pro, on ne peut pas utiliser les radiations avec le point d'origine, à part si on se place vraiment nickel. Là, techniquement, on est censé être à 0,0 quand on est sur le home, s'ils ont bien construit leur end-stop et leur panneau. Franchement, il faudra que je contrôle, voir si on est vraiment bien à 0 ou pas, avec une équerre. Mais bon. Donc ensuite, la Orture, donc là on est sur la Orture Laser Master Pro 2. Alors qu'est-ce qui va la différencier des anciennes Laser Master qui existaient chez Orture? Alors déjà, on est entièrement sur une machine en aluminium. Il n'y a pas de plastique, de plexi comme il y avait sur les anciens modèles. On est vraiment sur quelque chose de rigide, de costaud. On a un rail passable, ça je trouve que c'est cool parce qu'au final sur la Atomstack, on a le truc qui se balade dans une gaine. Par contre, là, on a quand même le X qui se balade sur une gaine. Donc voilà, il se balade à l'arrière et ça peut arriver que des fois, ils viennent se coincer à l'arrière. Donc, ensuite, comme je vous disais, donc on a un rail passable, on a un petit boîtier de contrôle à l'avant. Alors, je vais le démonter, je vais vous le montrer, voir la carte mère à quoi elle ressemble. Je ne l'ai pas encore ouvert, on va le faire ensemble. Je vais tout simplement regarder si on ne peut pas bidouiller pour mettre un écran autre que leur écran propriétaire. Tout simplement parce qu'à l'avant, on a un connecteur ici, qui est un connecteur style RJ11, comme sur les prises téléphoniques à l'ancienne, et en fait, il faudrait pouvoir faire un câble soi-même si on veut utiliser un écran nous-mêmes. Sauf que là, en fait, ils nous vendent un écran, c'est un petit boîtier qu'ils ont fait eux-mêmes, avec un petit panel et tout ça. Alors, je leur demanderai si je peux l'avoir pour le tester ou pas, mais franchement, je ne foutrais pas 80 balles là-dedans, parce qu'il coûte 80 €. Alors que la modif que j'ai fait sur la Atomstack coûtait 35 € grand max, avec l'écran MKS et tout ça, quoi. Donc là, ça, on perd cet avantage-là d'avoir un truc autonome, à part si on prend leur écran à eux. Donc je verrai comment ça se passe. Donc le petit capot jaune que vous voyez à l'avant ici, c'est un détecteur de flamme. On a une petite diode à l'arrière qui, en fait, j'ai testé, j'ai allumé une allumette pour voir. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai posé l'allumette à peu près au niveau du milieu. Elle a détecté la flamme et elle s'est mise en sécurité. Ça s'est mis à biper vachement fort, ça a coupé toute la machine, ça s'est mis en sécurité. Ça, c'est super. Sur une graveuse laser, je trouve que au final, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'on a une sécurité incendie. Si jamais ça se met à prendre feu, quand on fait de la gravure sur du papier, sur du carton, ou même sur des matières très inflammables,
bah, au moins là, si jamais il y a une flamme, bah, ça s'arrête. Du coup, après, on peut aller contrôler sur le logiciel, si on est sur GRBL, et on peut aller voir s'il n'y a pas un problème, quelque chose ailleurs. Mais au moins, l'avantage, c'est que là, s'il y a un appart d'incendie, bon, au moins, vous serez prévenu. Après, sur ce genre de machine, je vous déconseille de lancer une gravure ou une découpe si vous n'êtes pas à côté de la machine. Ça, c'est obligatoire, vous restez à côté de la machine. Si vous avez un projet qui va durer 2 heures, bon, vous n'allez peut-être pas rester assis à regarder la machine pendant 2 heures. Par contre, je vous conseille de rester dans l'atelier, à l'endroit où vous travaillez, de faire ça à la vue de la machine, pas très loin, ou alors qu'il y ait quelqu'un qui puisse surveiller de temps en temps, venir passer voir. Mais quand je dis de temps en temps, c'est à peu près toutes les 5 minutes. Il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose qui prenne feu. Ou alors, si vous êtes dans la pièce, là au moins l'avantage, c'est qu'on a le capteur d'incendie, ce qui fait que si jamais ça prend feu, au moins ça va biper, ça va s'arrêter. Ça, sur la Tomstack, on ne l'a pas. Donc voilà. Ensuite, on a un petit rouleau en aluminium là qui est fourni avec, hein, c'est un petit tube. Alors au début sur la photo, je croyais que c'était imprimé, mais en fait non, c'est de l'alu. Ce petit truc là, en fait, il nous sert à faire la focale. Sur cette machine-là, vous pouvez voir qu'on a un bloc laser qui est vraiment très court. On a une focale de 50 mm. En fait, le bloc d'aluminium, du haut jusqu'au niveau de la pièce, on a 50 mm. Cette petite pièce, 5 cm, on va venir la placer dessous le bloc d'alu et on va le descendre. En fait, on va le mettre sur la pièce et on va venir régler la hauteur par rapport à la pièce pour régler notre focale. Et dans la partie 2, on rentrera beaucoup plus dans les détails. Là, c'est vraiment la partie montage. Mais vous inquiétez pas, la partie fonctionnement de la machine arrive très vite. Donc voilà. Donc on va passer à la partie montage. Donc là, on part de zéro. On va assembler la machine étape par étape. Je vais vous faire des plans. Donc on va y avoir des coupures. Hein. Je vais faire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Je vais essayer de faire ça correctement. Sans suivre le manuel, tout simplement parce qu'en fait, je l'ai appris par cœur quasiment. Et au final, il n'y a pas énormément de choses à faire. Si ce n'est que le manuel, moi en fait, j'apprécie pas du tout leur façon d'avoir fait. Tout simplement parce que les images sont floues. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous conseiller de faire aussi également, c'est de prendre des outils. Moi, j'ai rajouté un tournevis cruciforme. Alors, j'en ai pris un qui est assez fin et un qui est un peu plus gros, tout simplement parce que il nous file des clés Allen, des clés BTR pour assembler la machine. Mais on n'a pas de clés cruciformes alors qu'ils utilisent des clés, enfin des vis M5 en cruciforme. Je trouve ça un peu con. Parce qu'au final, si vous n'avez pas de tournevis chez vous, vous êtes marrant pour monter la machine. Donc je vous conseille de prendre 2 tournevis cruciformes, hein, un petit et un grand parce qu'il y a des toutes petites vis aussi, une pince coupante qui pourra peut-être servir pour les colliers et couper les excédents de courroie, et enfin une équerre. Si vous n'avez pas ce genre d'équerre, vous prenez une équerre d'étudiant, un truc en plastique ou quoi que ce soit, prenez une équerre pour faire l'équerrage de la bécane. Allez. Donc du coup, quand la machine arrive, le portique X est déjà tout assemblé, hein, il est déjà préparé et tout. En fait, après, il faudra juste contrôler que les roulettes soient bien réglées au niveau des excentriques. Pour ça, on a une clé plate qui est fournie avec, hein, on a une clé quand même plate qui est fournie. On a un petit pinceau qui est fourni avec pour nettoyer, si jamais on a un peu de noirceur sur la diode. Vous pouvez prendre un peu d'alcool, hein, vous prenez de l'alcool isopropylique ou quelque chose comme ça, et vous pouvez venir nettoyer un petit peu tout ça au pinceau. Vous avez le petit acrylique qui est sur le côté, et comme ça vous vous retrouvez avec quelque chose de propre. Ça peut également vous permettre de nettoyer un petit peu votre pièce s'il y a un peu de brûlé en cas de gravure un peu trop forte. Voilà, donc le pinceau peut servir. Une paire de lunettes vertes pour au cas où on veut regarder le faisceau. Mais après, moi je vous le déconseille. De toute façon, après on a le petit bloc de plexi. Ce qui est bien, c'est que le bloc de plexi, ça vous permet quand même d'avoir quelque chose qui vous protège un peu. Alors après, le faisceau bleu, on le voit quand même en bas. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est un laser, vous ne regardez pas le laser. Ensuite, on va avoir toutes les pièces métalliques pour assembler la bécane. On a les profilés ici. La machine est entièrement en métal. Donc du coup, on a quelque chose d'assez solide. La seule pièce en plastique, c'est cette petite pièce qui est imprimée, qui nous sert à mettre la petite jauge pour la focale. Donc ça se mettra à l'intérieur de ça. C'est pour ça qu'en fait, au début, je croyais que c'était imprimé, parce que j'avais vu que cette pièce était imprimée. Du coup, je croyais que ça, c'était aussi un morceau de plastique. Mais en fait, non, c'est un bloc d'aluminium. Alors, j'ai vu par contre qu'ils vendaient peut-être des machines sans ce petit bloc qui a été rajouté après. Si celui-ci, vous vous demandez la taille qu'il fait, il fait 5 cm de haut. Voilà. Donc ensuite, on a toute la visserie qui est ici. Donc c'est essentiellement des vis M5 cruciformes. On a des petites vis M3. Alors, il y en a qui ont une tête plate et il y en a qui ont une tête ronde. Les têtes plates, ça sera pour fixer le passe-câble en plastique là. Et celles qui sont cruciformes avec l'arrondi, ça sera pour fixer tout ce qui est partie métallique comme ça, sur l'autre partie du châssis. Ensuite, on a des petits slots. Alors, on en a des comme ça, qui sont différents, en fait, qui sont un peu plus gros que les autres. En fait, on a deux types. On a les petits slots comme ça, qui eux servent à serrer la courroie. Et il y en a un qui se met pas en dessous pour fixer juste cette petite patte-là. Et ceux-là, en fait, ils servent à fixer tout simplement les pattes métalliques comme ça. Donc ceux-là, on va les glisser à l'intérieur des profilés parce qu'on ne peut pas les mettre une fois que le profilé est assemblé. Il ne faut pas oublier de les mettre. Donc du coup, on en aura 4 à mettre à l'avant et 2 à l'arrière. Ça, c'est super important. Ne vous trompez pas, hein, c'est bien important de le faire parce qu'une fois que vous avez assemblé le châssis, vous ne pouvez plus les mettre à l'intérieur. Alors que ceux-là, on peut les mettre parce qu'on les fait glisser par l'intérieur et on les tourne. En fait, ils se serrent en les tournant.
Donc ensuite, on a le passe-câble avec les câbles directement à l'intérieur. Il ne faudra pas se tromper non plus, on a un grand canté ici avec la grande broche qui va venir sur le bloc électronique. Pour le bloc électronique, je l'ai déjà démonté, je vous mettrai une petite photo sur le côté, vous verrez comment il est fait. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai contrôlé, enfin j'ai regardé leur connecteur RJ11 là, et à l'intérieur, en fait, c'est juste 4 broches à câble RJ11. On a TX, RX et VCC et GND. Et du coup, j'ai regardé sur l'écran MKS, la sortie auxiliaire, c'est exactement la même chose, c'est RX, TX et GND et VCC. Donc du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'en fait, j'ai récupéré un câble de vieux téléphone, vous savez, les anciens téléphones avec un câble RJ11, et du coup, ce que je vais faire, c'est que de l'autre côté, je vais bidouiller, je vais faire un système avec des câbles Dupont, et je testerai si ça fonctionne sur MKS. Si ça fonctionne, je vais concevoir un PCB pour que les gens puissent adapter un RJ11 sur un câble plat Ribbon. Tout simplement pour pouvoir faire la modif et mettre un écran MKS sur ce genre de machine là, parce que moi j'aime bien les avoir en autonome ces machines si on ne veut pas les utiliser à côté d'un ordinateur. On a le bloc complet, donc du coup avec la carte mère comme je vous disais, on a un bouton reset et on a un bouton power qu'il faut rester appuyé 5 secondes. Ça vous verrez quand la machine sera bien assemblée, si vous appuyez 5 secondes, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un home une fois qu'elle est allumée. On a un petit bouton d'arrêt d'urgence, ça c'est franchement pratique parce qu'au final c'est un coup de poing, s'il y a un problème vous appuyez directement dessus si vous n'avez pas accès tout de suite au bouton reset. On a le petit cache jaune ici, je vous disais, pour la petite diode détection de flamme ici. Ça c'est pareil, il faut faire attention de ne pas l'esquinter si vous la posez sur une table ou quoi que ce soit. Donc voilà, on a le port USB, donc le câble USB qui est déjà sur mon ordi là-bas. On a le câble 24 volts 2 ampères, donc en fait on a un petit transfo qui est également par terre là. En fait, il faudra faire gaffe également à ça quand vous allez le brancher. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le brancher directement ici et de le brancher à la prise 220 après. Pourquoi? Parce que des fois ça fait des petites étincelles ici. Et vu qu'on est à proximité de la carte mère, je suis pas trop fan des étincelles qui se font ici. Donc ça après ils vous disent que c'est normal dans la notice. Moi je suis pas trop fan des étincelles. Je vous conseille de brancher ici et ensuite de brancher sur la prise murale. Voilà. Donc ensuite on a le bloc laser qui est ici. Alors on nous explique que c'est un bloc en 24 volts 2 ampères. Hein, on a la diode qui est une 4,5 volts 3,5 ampères. Les diodes c'est normal. En fait on a tout le module ici qui convertit pour alimenter la diode en 4,5 volts. Donc ensuite on nous dit que c'est une diode avec une puissance maxi de 5,5 watts comme je vous avais dit. La consommation de 20 watts étant la consommation globale de toute la machine. Voilà. Donc ensuite on peut voir du coup que le bloc il est vraiment court. Hein. Franchement on nous dit que c'est un bloc amélioré. Donc là c'est les blocs LU24, hein, 2-4. C'est les nouveaux blocs qu'ils ont fait. Du coup ils sont beaucoup plus performants que les anciens. En plus c'est vachement léger. Par rapport au bloc de la Tomstack, c'est vraiment très léger. Ça va nous permettre d'avoir des mouvements hyper rapides. On nous dit 10 000 mm par minute en gravure. Et franchement j'ai testé. Ça les passe. Ça les passe avec une puissance à 100%. Vous allez faire des gravures à 10 000 mm par seconde, enfin mm par minute. Ça fonctionne. Donc ensuite, on a des petites plaques, hein, des petites plaques en bois, une petite plaque en plexi pour faire des tests. Et ensuite, du coup, on va attaquer tout ça. On a des petières pattes ici également, des petites équerres. Alors ces équerres-là sont faites pour fixer sur ça et fixer directement la machine sur un châssis en bois ou une table ou quelque chose que vous ne voulez pas qu'elle bouge. Moi, je ne vais pas la fixer tout de suite, tout simplement parce que en fait, j'ai deux profilés que j'ai récupérés qui sont beaucoup plus longs. Parce qu'en fait, si ma manip pour mettre l'écran tactile MKS fonctionne, tout simplement, je vais agrandir la machine. J'ai acheté une tige d'1 mètre ici. Et ensuite, j'ai un profilé qui est beaucoup plus long pour ici et pour les deux côtés en fait du X. Comme ça, je vais avoir une machine plus large, tout simplement pour faire des gravures plus larges et avoir une machine autonome qui me permette de faire de la grosse gravure laser. Allez, c'est parti pour le montage de la Arthur. Donc, du coup, on va prendre les profilés. Alors, les plus courts se mettent devant et derrière. Alors, ce que je fais, c'est que les graduations, je les mets sur l'extérieur, tout simplement pour les avoir face à moi. De toute façon, ici, vous allez voir que vous avez des trous qui sont plus profonds, tout simplement pour laisser passer les vis. On va avoir besoin des 4 vis qui sont ici, donc du coup pour fixer tous les profilés entre eux. On a également des petites équerres ici. Donc les petites équerres, vous voyez qu'il y a un cran qui bloque comme ça. Ce que vous allez faire, c'est que le cran qui bloque, vous allez le mettre dans cette partie-là, comme ça. Vous allez venir le mettre comme ça, vous allez le faire glisser à l'intérieur. On va faire pareil à l'arrière. Mais avant de faire ça, donc les test stops, comme je vous avais dit, donc du coup il en faut 4 à l'avant. On en met 4 devant comme ça. Faut pas oublier de les mettre parce qu'après vous pourrez plus les remettre. Hein. Sinon il faudra tout redémonter, l'équerrage ça sera tout faussé. Donc du coup, faut pas hésiter à les rentrer. Là, vous en mettez 4 devant. Et à l'arrière du profilé, c'est pareil, sur l'extérieur du profilé, vous en mettez 2. Là, vous en mettez 2 à l'arrière. Vous n'oubliez pas de prendre les petites équerres comme ça aussi pour l'arrière. Je mets sur l'intérieur. Comme ça je le rentre dedans ici. Tac, le côté qui bloque, je le rentre dedans. Voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à mettre les vis maintenant. Ensuite, on serrera les équerres avec la clé Béter. Alors, vous ne serrez pas tout de suite, hein, on va pré-serrer. Ensuite, on va tout mettre d'équerre, on va serrer
les petites équerres qu'on a mis à l'intérieur. Donc là, j'ai à peu près serré comme je voulais que ça soit serré. Maintenant, je vais prendre la clé BTR. Alors, c'est la plus grosse qui est fournie avec. Donc, du coup, la grosse clé BTR, vous allez commencer à serrer un petit peu les vis ici. Ensuite, vous allez prendre votre équerre. Vous allez vérifier que tout soit bien d'équerre. Là, c'est nickel. On maintient correctement pour pas que ça bouge. Et là, on vient serrer les petits écrous BTR qui sont à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer tout ça pour pas que ça me mette 10 ans. Et on se reprend juste après pour la prochaine étape. Rentrer le portique sur la machine. Donc du coup, comme je vous ai dit, ça c'est face à vous. Comme moi, je suis à l'envers par rapport à vous là. Et du coup, on va rentrer ça par l'avant. Tac. Donc du coup, cette plaque là sera vers face à vous pour tout simplement fixer le module laser dessus. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder au montage des petites plaques de montage comme ça. Alors les petites plaques de montage, à l'avant il y en aura une, ensuite ce sera le bloc de carte mère qui sera à l'avant, qui fixera ici, qui fera le deuxième pied en fait, et à l'arrière on aura les deux pieds directement dans les profils. Donc ensuite pour fixer ces pieds, alors on va prendre des petites vis M5. Alors celles qui ont des rondelles vont aller tout simplement ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va faire passer la courroie et en fait c'est la rondelle qui va plaquer la courroie directement contre la rondelle. En fait, vous voyez qu'on a mis des test ici tout à l'heure exprès. Donc là on va en amener un ici. On va préparer la vis. On ne serre pas à fond tout de suite puisqu'il va falloir le faire glisser. On va l'amener à peu près comme ça. On va faire pareil sur le deuxième côté. Donc on fait glisser à peu près aussi. Donc ensuite, on va prendre une courroie. Là, du coup, on va en profiter pour faire sortir la courroie par la petite rainure qui se trouve dans la petite plaque en métal. Donc ça, vous prenez la courroie, vous faites ça. On prend la vis avec la rondelle et là, on va venir la mettre directement dans le trou du profilet qui est déjà taraudé. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'amener le portique complètement à fond ici et ici. Tout simplement pourquoi? Parce que comme ça, on va pouvoir tendre les deux courroies correctement. Elles seront synchronisées. Après, si jamais elles ne sont pas synchronisées les deux côtés, ce que je vous conseille de faire, c'est les petites poulies ici qui sont dessous, là, les petites poulies. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une clé BTR et de les desserrer. Enfin, d'en desserrer une et comme ça, on va l'aligner par rapport à l'autre quand on sera bien placé. Et une fois qu'on est bien aligné correctement, on resserre celle-ci et comme ça, on est nickel. L'avant, on va faire pareil. Donc là, on prend le bloc. Là, vous prenez les tests que vous les faites glisser, vous en gardez un ici et un là-bas, et les deux serviront pour la fixation du tube. Donc là, il nous faut encore une vis, comme celle-ci, sans rondelle cette fois-ci. On la prend, on la met là. On vient la fixer dans le châssis directement. Je ne sers pas tout de suite, tout simplement pour pouvoir mettre d'équerre correctement quand j'aurai amené l'autre ici. Là, je ne vais pas serrer tout de suite, tout simplement parce que je vais mettre l'autre patte là-bas pour que ça se mette bien à plat sur la table, sinon ça va visser de travers. Donc là, du coup, on va amener l'autre patte. On prend une rondelle cette fois-ci. On fait passer la courroie dans la petite rainure qui est ici. Alors le support d'un stop qui va venir se mettre ici. Donc ce support d'un stop, il faut le préparer à l'avance. Donc du coup, on prend les vis M5 comme celle-ci. On prend les petits stops qui tournent en fait à l'intérieur du profilet. En fait, du coup, ça va nous permettre de régler la courroie, de la tendre. Vous voyez, on va la plaquer à fond et ensuite on va venir fixer. Donc du coup, on met une vis ici. On prépare le test slot. On ne le visse pas à fond, il faut vraiment le visser au minimum. Comme ça, ça va nous permettre de le rentrer dans le profilet. On met la deuxième ici. Voilà, on le laisse comme ça. Ensuite, on met le capteur vers nous.
Et là, on les fait glisser, on amène à fond. Donc là, on est bon pour cette étape-là. Ensuite, on va passer à la fixation de toutes les petites pattes comme ça. Donc là, on va assembler cette petite patte. Alors, il va nous falloir les petites vis M3 à tête bombée. Donc pour procéder au montage de cette petite plaque là, il nous faut une vis M5, la rondelle, la dernière rondelle qui nous reste. Pourquoi on la met ici? Tout simplement parce que le T-slot il n'est pas assez profond, vu que de l'autre côté on utilisait les courroies. Là la vis en fait elle serait en appui sur le profilé, ben, en fait du coup ce qui se passe c'est que ça ne fixerait pas le T-slot correctement. Donc ils ont mis une rondelle pour ce côté là. Donc là hop, on fait comme ça. On fait des petits mouvements d'avant en arrière tout simplement pour faire tourner le T-slot à l'intérieur du profilé. Donc là, il va nous rester plus qu'à fixer le petit support de jauge de focale. Donc là, c'est pas compliqué, on va à l'avant. On a deux T-slots qui nous restaient ici et ici. Là, vous fixez là où vous voulez, hein. Vous pouvez le mettre à n'importe quel niveau. Hein. Vous mettez plus près d'ici, ça c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Donc là, il nous reste deux vis M5 à prendre. On en met une là. C'est bien serré comme ça. Donc là, on a pu mettre ça. Il va nous rester plus qu'à fixer la chaîne Pascal. Et du coup, il va nous falloir des petites vis M3 à tête plate. Donc là, c'est pas compliqué. On va prendre un côté, on va le fixer, et le deuxième, on va le fixer aussi. Donc du coup, le côté où il y a toute la branche avec tous les câbles, ça se met en haut. Vous avez des rayons ici, vous fixez. On va faire pareil pour l'avant. Donc là, du coup, il ne reste plus que ceux de l'avant à fixer. Donc là, c'est exactement la même manip, sauf qu'on les fixe ici. Le noir sur l'extérieur, le rouge sur le milieu. Vous voyez, fixez ça comme ça. Donc ici, on a le câble moteur qui va venir sur le moteur qui est ici. Le câble ici, avec les 6 trous, vous le mettez sur le câble blanc qui sort du profilé. Tac. Vous avez celui-ci sur le câble du laser, du module laser. Donc là, on en a un ici avec un câble de masse qui va venir sur le module laser quand on l'aura posé. Et ici, on a une partie avec 4 fils qu'on va mettre ici. Voilà. Donc après on va fixer le end stop comme je vous avais dit. Donc du coup le rouge au milieu, le noir sur l'extérieur, et ne pas oublier de mettre le câble de masse qui est ici avec la dernière vis et l'écrou qui était fourni avec. Donc du coup on a un petit écrou ici, on a une vis M5 qui est ici. Du coup là pour serrer le contre-écrou vous pouvez également utiliser la clé plate qui était fournie avec. Donc on prend ça. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à fixer la tête laser. Alors les petites vis à main, vous les mettez après, tout simplement parce qu'en fait les vis qui sont ici nous gênent. On est obligé de le passer dans la rainure et en fait il faut mettre les vis après. Donc du coup maintenant il ne nous reste plus qu'à passer le câble. Donc là on va passer ici et la masse on va venir la fixer avec la clé VTR la plus petite ici. On desserre légèrement, on la passe ici, hop là. Et là on est bon, on est relié à la masse. Du coup comme ça on est bon, on n'a plus qu'à mettre un petit collier pour finir proprement. On le passe sur l'entretoise dessus ici hein, si on veut. Ce que vous faites, c'est que vous faites un petit angle comme ça. Voilà, comme ça, ça le fait partir vers le haut. La petite pince coupante que je vous avais dit de prendre, je vous sers à ça. Ensuite, on va faire pareil ici. On a deux trous qui sont à l'arrière. Et du coup, voilà, l'ouverture Laser Master 2 Pro est terminée. Les 4 équerres, là, comme je vous avais dit au début, c'était pour fixer la machine à la table, hein, si vous voulez la fixer par les pattes de la machine. Du coup, là, on est nickel. On a fini de monter la machine. On n'a plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire la brancher, et on va voir si la machine fait les ohms. Si elle est mal branchée et qu'elle ne fait pas les ohms, il faut inverser les deux câbles là, mais si vous avez suivi mes conseils, normalement, ils sont bien branchés. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, l'Arthur Master 2 Pro est terminé de monter. Donc je vais l'allumer, je vais vous montrer. Donc du coup, alors pour l'allumer, il faut appuyer sur le bouton du bas, il faut rester appuyé 5 secondes. Et si la machine est bien branchée, vous voyez, ça va faire un ohm automatiquement.
Donc du coup là elle est bien montée, il n'y a pas de problème au niveau des câblages. Alors du coup après vous voyez ça éteint automatiquement les moteurs, vous pouvez la déplacer. Autre chose que je voulais vous montrer, le point super intéressant de cette machine là, c'est le capteur de flamme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un départ de flamme ici, je vais tout simplement allumer une allumette. Si elle veut s'allumer parce que la boîte est un peu vieille. Vous voyez? Donc du coup là j'éteins, donc ça m'enfume toute la baraque. Et là du coup il suffit d'appuyer sur l'arrêt d'urgence pour réactiver la machine. On désactive l'arrêt d'urgence et en fait là, la machine elle est prête à retravailler automatiquement. Mais du coup vous avez vu le bruit que ça fait, ça pipe vachement fort et le petit voyant s'allume. Ça c'est pratique parce qu'au final si on a un départ de feu, ben, au moins ça le détecte assez rapidement et vous avez vu que j'étais au milieu du plateau. Ça l'a quand même bien détecté. Ce petit gage de sécurité pour moi c'est un gros plus sur cette machine là que je n'ai pas sur la Tomstack et du coup ben, c'est pour ça que dans la partie 2, là on a terminé la partie 1, le montage, tout ça c'est déjà beaucoup. Parce que j'ai pas mal détaillé tout ça. Donc du coup, la partie 2, ça va être essentiellement la partie laser GRBL. On va programmer un fichier, enfin plusieurs fichiers, on va faire plusieurs travaux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre la Tomstack à côté. Et en fait, ce sera un versus pour vous aider à choisir laquelle vous voulez et laquelle vous permettra de travailler dans les meilleures conditions possibles. La Tomstack, j'ai fait la modif de l'écran déjà dessus. Je vais faire en sorte de pouvoir adapter mon écran également sur celle-ci, tout simplement parce qu'en fait j'ai regardé la carte mère et si ça vous intéresse et que la manip fonctionne, je vous mettrai, de toute façon vous avez qu'à me suivre sur Instagram et tout ça, vous verrez et je ferai peut-être un petit vlog pour vous dire si la manip fonctionne avec l'écran. Si ça fonctionne, cette machine là va avoir son petit lot de modifs, tout simplement parce que j'aime bien son petit module laser qui est beaucoup plus petit que sur la Tomstack. Et au final, bah, c'est le guide chaîne, enfin le passe-câble en chaîne là, qui est comme ça, franchement c'est super pratique. Le capteur d'incendie, c'est vachement pratique aussi. Enfin, je veux dire, cette machine-là, elle me plaît vraiment. La Tomstack me plaît aussi, les deux me plaisent. Hein. La Tomstack avec le MKS, c'est franchement le jour et la nuit, c'est super utile par rapport à une machine avec un PC. Si sur celle-ci, la manip fonctionne, je vous avais dit aussi également que j'ai récupéré des profilés qui sont beaucoup plus longs, qui sont sur le côté là. J'ai également une tige, du coup cette machine-là, je vais l'agrandir. Et si tout ça fonctionne correctement, ben, je pense que ça me fera une bonne machine pour faire de la gravure et puis de la découpe de petits contreplaqués et tout ça. Et en même temps, ça permettra de voir combien de temps le module laser va tenir. Du coup, la Tomstack, ben, ça me fera une autre machine laser pour faire d'autres travaux à côté pendant que celle-ci est en train de travailler. Je pourrais faire de la gravure, de la découpe et ainsi de suite selon l'une et l'autre. Après, comme je vous ai dit, la partie 2, ça va être un versus tout simplement parce que je vais faire des timelapses. On va mettre les deux machines côte à côte, on va mettre le même travail. Avec laser GRBL, on va faire exactement les mêmes réglages. Vu qu'on a les mêmes lasers, enfin on a les lasers de même puissance normalement, on verra laquelle va faire le meilleur travail. On verra en gravure, en découpe, tout ça, on va faire exactement les mêmes travaux en même temps et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc c'était Christophe pour ma chaîne Neo3dfx, hein, je vous gaspille pas trop de temps de plus là, hein, avec le montage vous en avez déjà pour un petit moment là. A bientôt.